Sud Radio Sport. Les vraies voix du sport avec un menu copieux ce week-end, tant footballistiquement que rugbystiquement. On va commencer par le football avec l'avant-dernière journée de Ligue 1 et on va tirer un pré-bilan de cette saison puisqu'on connaît désormais pas mal de choses. Nous sommes en compagnie de Clément Pernia, journaliste sportif, auteur de La République du foot, publié chez Amphora, un livre coécrit avec Jean-Baptiste Guégan. Salut Clément. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bon, on va se tutoyer comme on le fait régulièrement quand on fait des émissions de sport ensemble. Alors on va décortiquer cette Ligue 1 qui touche à sa fin. On est à l'avant-dernière journée, ça se jouera demain. On va commencer par le haut du tableau, il faut bien, et puis c'est le club sur lequel tu as écrit beaucoup de livres. PSG champion, mais sans convaincre malgré l'écart de points. Ouais, je dirais même sans saveur. Plus que sans convaincre, parce que finalement le PSG va être champion avec une marge qui est assez conséquente, mais sans convaincre, sans écraser comme ils ont pu le faire par le passé, notamment sous Laurent Blanc, même sous Unai Emery la saison d'après, sans écraser ses adversaires, sans proposer un jeu séduisant, sans satisfaire son public, finalement en laissant les supporters et le public français en général sur sa faim. Et malgré tout, si je devais retenir une chose du PSG, je l'avais noté moi dans mes quelques remarques, c'est Mbappé. Finalement, ce qu'on peut retenir de cette saison de Ligue 1, on va parler de certains clubs, mais c'est l'explosion totale de Kylian Mbappé qui a pris une dimension comme on a rarement vu ces dernières décennies dans le monde du football. Un joueur qui est passé d'un excellent joueur à une icône totale de la planète football. Une dimension exceptionnelle, un gamin qui porte un aussi grand club. Et je pense qu'il faut surtout retenir ça en positif sur le côté PSG parce que le reste, malgré tout, ça reste assez décevant. Justement, on va revenir sur les joueurs au PSG. C'est une année ratée puisque le titre, d'accord, mais sans saveur, comme tu l'as dit. Résultat en Ligue des Champions, élimination en 8e dans des circonstances sur lesquelles on ne va pas revenir. Et en Coupe de France, au tir au but contre Nice, finaliste malheureux la semaine dernière. C'est une année ratée, quand même. C'est une année ratée, c'est une année décevante. Le PSG avait fait un mercato en recrutant Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Giorgio Wijnaldum pour franchir ce cap en Ligue des Champions. Ça faisait 2 saisons que Paris était au minimum demi-finaliste de la Ligue des Champions, avec une finale en 2020 et une demi-finale en 2021. Cette saison, c'est raté. Et c'est raté, qui plus est, avec les failles qui ont ressurgi, les failles traditionnelles, j'ai envie de te dire, du PSG, c'est-à-dire le manque parfois d'implication de certains joueurs et surtout une fragilité psychologique qui ressurgit dans les moments forts de Ligue des Champions. Et ouais, c'est presque tragique parce qu'on a l'impression que ce club ne s'en sortira jamais à ce niveau-là. Donc oui, c'est par rapport aux investissements, par rapport aux objectifs et par rapport au spectacle proposé, c'est effectivement une saison ratée. Justement, on va parler du recrutement comme on parle des joueurs. Le recrutement de l'an dernier, on nous le promettait stratosphérique avec Lionel Messi, un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est la première saison depuis X saisons qu'il n'a pas marqué un but sur coup franc. Tu te rends compte, c'est absolument hallucinant. Et on ne peut pas dire qu'il a été décisif dans les grands matchs. Donnarumma, grosse bévue à Madrid, qui est pour quelque chose comme de l'élimination. On va continuer. Sergio Ramos, quasi tout le temps absent. Jorginho Wijnaldum, totalement transparent. Le mercato de rêve de l'an dernier, ça a plutôt été le mercato raté, non ? C'est un fiasco. Alors, c'est un fiasco. Il y avait tellement d'attentes que le résultat ne peut que nous faire conclure que c'est un fiasco. Plus que les noms qu'on attire, c'est un projet qu'il faut construire au PSG. C'est un style de jeu. C'est bien beau d'accumuler les joueurs, mais comment joue cette équipe ? Quel est le projet de jeu, l'entraîneur ? Quelle philosophie veut donner le directeur sportif et le président à cette équipe ? Et tu peux accumuler tous les joueurs que tu veux. S'il n'y a pas de collectif, s'il n'y a pas de jeu, de philosophie de jeu, s'il n'y a pas de grinta collective, eh ben, ça ne marchera pas et c'est exactement ce qui s'est passé au PSG avec un Messi qui est arrivé mais qui est finalement a mis du temps à s'intégrer, qui a quitté Barcelone après 20 ans, ça aurait dû être prévisible. Un Wijnaldum qui est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool, qui est le leader des Pays-Bas offensifs et qui n'a pas du tout réussi à s'intégrer dans ce jeu. Mais en même temps, qui peut s'intégrer dans ce jeu tellement il est inexistant. Donc c'est compliqué. J'ai même pas trop envie d'incriminer les joueurs individuellement parce que c'est de la faute du club, selon moi. C'est vraiment le club qui n'inculque pas les bonnes valeurs, qui n'inculque pas la bonne dynamique, qui n'inculque pas le bon état d'esprit. Et justement, tu parlais de Mbappé. Si Mbappé s'en va, peut-être as-tu des infos dans ce domaine, ce serait du côté du Real.
ça va être très compliqué pour Paris l'an prochain. Alors, effectivement, moi, les tendances que j'ai de mon côté, c'est plutôt à une prolongation au PSG, tout en sachant que Mbappé n'a pas complètement pris sa décision définitive, donc ça peut complètement bouger. Mais les négociations ont bien avancé avec le PSG, les discussions ont bien avancé. Donc, Mais s'il pour qu'il reste à Paris, partait, ce serait la cata. S'il part, ce serait la cata parce que le PSG a reposé à 100% sur Mbappé cette saison. C'est lui qui a porté le club à la fois en Ligue 1 de par son ambition, son exigence, son professionnalisme, et en Ligue des Champions de par son talent. Donc il va rester qui ? Il va rester un Neymar qui est complètement agaçant et hors jeu, un Messi qui est sur la fin. Ça va être très compliqué de reconstruire derrière Mbappé. Je pense que si Mbappé s'en va, il faudrait presque virer la moitié de l'équipe et tout reconstruire de zéro. Ça, on est bien d'accord. Justement, quand on voit les jeunes qui n'ont pas de temps de jeu, alors qu'on achète soit des stars vieillissantes comme Messi, soit des joueurs ou Ramos, et qu'on voit un Édouard Michu qui veut partir, il y a a priori une proposition du FC Séville, est-ce que quand même il n'y a pas un gros problème sur la formation, non ? Il y a un problème au niveau de la transition entre la formation et la percée en club professionnel. Mais c'est pas normal. Combien de fois le PSG... Alors déjà, le PSG n'est pas bon cette saison, donc c'est une justification à donner la chance aux jeunes. Et combien de fois le PSG menait 3-0, il aurait pu faire rentrer les jeunes. Là, en fin de saison, il y a 10 points d'avance, PSG est champion depuis des journées. Pourquoi il ne fait pas jouer des jeunes ? C'est incompréhensible. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ils ne jouent pas. Eux, ça leur donne pas envie de rester. Et encore une fois, ça montre le laxisme et la manque de cohérence de la politique sportive du club. Nasser El Khelaifi, il a souvent dit qu'il voulait former le nouveau Messi. Et si les nouveaux Messi ne jouent pas, ça va être compliqué. C'est sûr. Alors on va parler de l'OM. Marseille va garder sa seconde place malgré un calendrier assez compliqué pour conclure. Déplacement à Rennes demain, réception de Strasbourg à la 38e journée. L'OM, c'est une saison un peu décevante. Enfin, c'est une saison un peu incertaine, on va dire aléatoire, parce qu'ils sont deuxièmes, mais en même temps, ça a été assez laborieux. Par moments, il y avait des dynamiques qui étaient positives, mais en même temps, c'était très inconstant. On a eu du mal à identifier un 11 type, on a eu du mal à identifier une cohérence dans le jeu. Ça a été très inconstant. Et j'ai envie de te dire que l'OM soit deuxième, c'est somme toute normal. Ce serait complètement normal, en fait. On attend de l'OM qu'il soit deuxième et qu'il soit en Ligue des Champions. En revanche, Marseille, ce serait plus compliqué s'il finissait troisième ou quatrième. Là, ce serait une déception. On n'oublie pas aussi l'élimination en demi-finale contre Rotterdam qui reste une déception. Gros regret contre Rotterdam quand même. Entre le but de casquette sur l'erreur de Tsaï Tatsar au match aller, une passe en retrait, on ne sait pas pourquoi en début de seconde période, et ce match retour passé à côté. Ils auraient pu gagner une deuxième Coupe d'Europe cette année quand même. Il y a des vecteurs positifs dans cette Ligue 1. Il y a des Lens, des Strasbourg, des Rennes qui ont fait des belles saisons, qui ont proposé du beau jeu, qui ont donné du plaisir à leurs supporters. Et c'est aussi ça qu'il faut retenir. Et puis évidemment, on est peut-être pressé, mais Bordeaux, c'est évidemment Bordeaux le fiasco. On va en parler justement. On descend dans le classement. Monaco, ils vont choper la 3e place pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Oui, moi, Monaco, je les vois bien finir sur le podium. Et c'est une belle surprise. Monaco, c'est un club qu'on attend peu, au final, souvent. On les élimine assez vite, on les disqualifie assez vite parce que c'est typiquement Monaco, le club qui se réveille en deuxième partie de saison. Il nous faut le coup chaque année. Là, ils étaient un peu dans le creux de la vague en première partie de saison. Et puis, ils ont su se ressaisir. Ils ont su travailler autour de joueurs, somme toute réguliers, comme Ben Yedder, évidemment, qui porte cette équipe. Ils n'ont pas fait trop de bruit, mais ils ont su se ressaisir après une première partie de saison compliquée et remonter au classement. Ils ont aussi profité de l'inconstance d'un OGC Nice, par exemple, qui avait très bien démarré, mais qui n'a pu confirmer sur la durée. Alors justement, comment expliquer les performances en dents de scie de Monaco, qui sont capables de faire des très gros matchs et passer complètement à côté d'autres? Je pense qu'eux aussi, on parlait des regrets du Feyenoord pour l'OM, les regrets de Braga pour Monaco, c'est pas mal non plus, hein. C'est ça, et en fait Monaco, j'ai l'impression que c'est un club qui se désinhibe après la Coupe d'Europe. J'ai l'impression que la Coupe d'Europe occupe beaucoup cette équipe de Monaco. Chaque saison, on a souvent un scénario qui se répète, où Monaco perd beaucoup de points quand ils sont encore engagés en Coupe d'Europe, et dès qu'ils sont éliminés, il y a comme une chape de plomb qui s'échappe de cette équipe, et qui permet au collectif, au groupe Monaco de se concentrer sur le championnat, et peut-être aussi qu'ils n'avaient pas la largeur d'effectifs pour se concentrer sur plusieurs compétitions, et qu'en cette fin de saison, face à un Olympique de Marseille, face à des Rennes qui ont été peut-être un peu plus loin en Coupe d'Europe, eh bien Monaco a pu se concentrer sur la Ligue 1 et a pu jouer aussi de son expérience. Il y a des joueurs d'expérience, hein. J'ai cité Ben Yedder, il y a Golovin, il y a d'autres joueurs. Chouameni qui est absolument exceptionnel.
Et peut-être que Monaco, voilà, sur le sprint final, bénéficie de plus de régularité. Alors justement, les 4 bonnes surprises, t'es d'accord avec moi si je dis Nice, Rennes, Strasbourg et Lens? Je retire Nice. Parce que Nice, si au classement ils sont pas mal, dans le jeu proposé, ça a été assez décevant cette saison. On s'attendait à mieux de la part de Christophe Galtier et de ses hommes. Donc ça a été le spectacle proposé par Nice a été assez décevant cette saison. En plus, ils perdent la finale contre Nantes. Bon, ils sont en finale, tu me diras, c'est bien. Oui. Mais bon, ils la perdent, donc c'est quand même décevant de perdre contre Nantes. En revanche, les 3 autres, oui, complètement. Un vrai coup de cœur pour le lance de Frank Hayes qui a séduit. C'est presque frustrant qu'il soit 7e. Parce qu'ils auraient pu être plus haut. Et en termes de spectacle, ça a été magnifique. Moi, je me rappelle du match au Vélodrome ou du match contre le PSG, où ils ont complètement marché sur le PSG. C'était exceptionnel. Strasbourg de Julien Stéphan, qui est 4e, c'est vraiment une très, très grosse perf. Strasbourg qui finit devant Lyon, qui finit devant Marseille. Non, pas Marseille. Devant Monaco. Lille, pardon. Devant Nice, peut-être. Enfin, c'est vraiment. C'est assez serré. Ça, on saura la dernière journée. Et puis Rennes, parce que Rennes, il y a une vraie dynamique. Rennes, déjà, c'est Pep Genesio qui ressuscite. C'est vraiment exceptionnel. Il a tellement été critiqué, cet entraîneur, quand il était sur le banc de Lyon. C'est vraiment beau ce qu'il propose. Et puis, il y a une dynamique, il y a une ferveur à Rennes, il y a une ferveur au Rosenpark. Et on ne peut que être content pour ce groupe. Ça va faire plaisir à notre directeur général Patrick Roger, qui est un éminent supporter du Stade Rennais. Alors justement, tu as parlé d'un mot, là, Lyon. Sans Coupe d'Europe, une première depuis la saison 96-97, 25 ans. Fiasco cette saison pour l'OL. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible, Lyon. Et puis c'est dur à l'expliquer en plus. On ne sait pas ce qui se passe à Lyon. Ils avaient tout pour réussir. Ils avaient un groupe jeune, un groupe dynamique, un entraîneur innovant. Si tu regardes le début de saison de Lyon, tu as Peter Bosz sur le banc qui est vraiment un entraîneur innovant, qui a plein d'idées, qui est l'entraîneur moderne par excellence, qui pourrait réussir partout ailleurs. Il y a Juninho en directeur sportif qui connaît la maison, qui a plein d'idées, qui est vraiment investi dans le projet Lyon. Et puis tout se casse la gueule, rien ne marche. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Et pareil, ils sortent Porto, qui est quand même une bonne équipe, et il y a le fiasco du match retour contre West Ham, par exemple. Ouais. Alors, pour le coup, je pense que West Ham, c'était vraiment un cran au-dessus. C'est vraiment une équipe. Moi, je les ai suivis un peu en première ligue cette saison, West Ham, mais c'est costaud. C'est vraiment costaud. Mais en Ligue 1, tu peux pas finir 8e. C'est pas possible. Il y a une sorte de malédiction qui frappe ce club depuis des années. Je pense que dans la politique sportive, il y a des incohérences. On a du mal à avoir une continuité dans la politique sportive. Les entraîneurs n'ont pas des mandats assez longs pour percer, pour imposer un style de jeu. Il y a aussi des problèmes avec les supporters. Bref, il y a une chape de plomb, un état d'esprit, une philosophie qui règne autour de ce club qui est assez malsaine, je trouve, et c'est dommage. On va descendre tout en bas du tableau. Bordeaux, Ligue 2 en vue. Ouais, Bordeaux Ligue 2 et Bordeaux, grosse désolation pour leurs supporters. Il y a des vrais supporters à Bordeaux, il y a un vrai public. Mais depuis le rachat, c'est un club historique. Ouais, un club historique, et par les Américains, puis par Gérard Lopez cette saison, c'est une catastrophe. Mais Bordeaux, j'ai envie de te dire, ils ont que ce qu'ils méritent. Je parle des dirigeants évidemment et surtout pas des supporters qui subissent ces politiques sportives absolument dégueulasses et lamentables qui leur est imposé. C'est Metz qui va accompagner Bordeaux en Ligue 2 ? Oui, je pense que c'est Metz, avec un Saint-Etienne qui devrait jouer le barrage. Voilà, Metz, pas assez régulier, pas assez solide mentalement, pas assez expérimenté pour faire face à des clubs un peu plus huppés qui ont peut-être davantage l'habitude de jouer le maintien. Justement, les Verts, ils étaient annoncés condamnés à la trêve. Il y a eu l'effet Duprat, comme à Toulouse il y a quelques années. Ouais, c'est ça, c'est l'effet Duprat. De toute façon, ça pouvait pas être pire, hein, ils perdaient tout. Donc Saint-Etienne, ouais, c'est pareil, c'est presque un miracle qui est en train de se dérouler pour Saint-Etienne. Duprat, on peut lui reprocher beaucoup de choses. C'est pas un entraîneur, je pense, c'est mon avis, avec lequel on peut construire sur la durée, qui a des vrais projets de jeu. Par contre, c'est en termes de coach mental, en termes de régénérescence d'effectifs sur la très court terme, c'est un mec qui peut te rebooster un groupe, c'est un mec qui marche au mental, c'est un mec qui arrive à prendre les joueurs par les tripes. Et sur la courte durée, pour sauver un club, c'est peut-être ce qu'il fallait à Saint-Etienne. Nantes retrouve l'Europe grâce à la Coupe de France. Ouais. C'est une bonne surprise pour les Canaries. Ouais, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, je suis très très content pour plusieurs personnes. Je suis très content pour leurs supporters qui ont énormément souffert d'une politique sportive de Kita qui est assez désastreuse depuis des années. Et je suis très content pour Antoine Camboire, que je connais bien, qui est un homme en or. Mais vraiment, il a un casque en or, mais en plus c'est un homme en or.
Et Antoine Camboire, il a été énormément critiqué, parfois à juste titre, sur le banc de Dijon, quand il a fait d'autres clubs où ça n'a pas très bien marché. Là, cette saison, ça marche. Il a récupéré Nantes après l'ère Domenech, où c'était vraiment catastrophique. Et il a su créer une dynamique avec ce groupe. Et franchement, bravo à lui, parce que je suis très content pour Nantes et le public de Nantes. Et en plus, magnifique, ils ont gagné la finale de Coupe de France. Franchement, Nantes, ils ont vécu plus d'émotions cette saison que le PSG. Dernière question, la saison la plus paradoxale, c'est le LOSC en Ligue des Champions, qui sort de phase de poule en battant notamment le FC Séville à Séville, Wolfsburg, le club allemand, et qui se retrouve en milieu de tableau. C'est l'effet Ligue des Champions pour les Dogs. Ouais, les Dogs, ils étaient peut-être pas armés pour jouer la Ligue des Champions, ou du moins pour aller aussi loin. C'est compliqué, ils ont très peu de profondeur de banc, on l'a vu, c'était les mêmes joueurs qui jouaient en Ligue des Champions et en Ligue 1. Et en même temps, il y a eu le départ de Christophe Galtier, il y a eu l'arrivée de Jocelyn Gourvenec, il n'y a pas eu de régénérescence, il n'y a pas eu de nouveau souffle qui a été insufflé à cette équipe. Et au final, ils ont surfé sur une vague presque utopique l'année dernière en battant le PSG dans la lutte pour le titre. Oui. Et cette saison, ils accusent le coup, ils ont aussi fait face à une concurrence accrue en Ligue 1. Et l'année dernière, ils ont été portés par un Burak Yilmaz qui plantait but sur but en attaque. Oui. Cette saison, il a mis très peu de buts, il a calé. Enfin, il y a tous ces arguments conjugués qui ont fait que Lille a calé cette saison en Ligue 1. Merci beaucoup Clément Pernia, journaliste sportif, auteur d'un excellent livre, La République du foot, publié chez Amphora, coécrit avec Jean-Baptiste Guégan. Et on a fait toute la Ligue ce soir, il n'y a pas un club qu'on ait raté. Tout de suite, on va parler rugby, les quarts de finale de Coupe d'Europe, ce sera demain et dimanche sur Sud Radio avec notre consultant, on adore, Philippe Spanghero. Sud Radio Sport. Retour des vraies voix du sport et demi-finale des Coupes d'Europe de rugby. Oui, il y en a 2 ce week-end avec des clubs français au top. Nous sommes en compagnie de l'incontournable du rugby sur Sud Radio. Salut Philippe Spanghero. Salut Philippe, bonsoir à tous. Alors demain 16h sur Sud Radio, le Stade Toulousain va se déplacer comme samedi dernier à Dublin pour affronter le Leinster. On va revenir quand même dessus. Quel match samedi dernier ? Ouais, quel match. Le scénario a été assez incroyable quand même. C'est très peu vu dans cette compétition européenne d'arriver jusqu'au tir au but. Ça a été un match très âpre et indécis avec les équipes qui se sont rendues coup pour coup. Mais au final, c'est encore Toulouse qui gagne. On parle quand même du champion en titre de cette compétition. Qui a fait preuve quand même d'un caractère très particulier pour aller arracher cette victoire en terre irlandaise quand on sait à quel point c'est un contexte particulier et à quel point le public, notamment du Munster, joue un rôle particulier. Alors, gros match aussi des Irlandais du Leinster qui sont allés gagner à Leicester, les Anglais, 23-14. C'est la première défaite, je crois, cette saison de Leicester à Welford Road. C'est un sacré exploit des Irlandais aussi. C'est un sacré exploit des Irlandais, mais il faut savoir que cette équipe du Leinster, on disait que le Stade Toulousain avait affronté une partie de l'équipe d'Irlande la semaine dernière contre le Munster, mais la vraie ossature de cette équipe d'Irlande, elle est au Leinster. On sait qu'on a laissé une équipe d'Irlande très haut sur le plan international ces dernières années. Cette équipe a fini l'année 2021 dans le top 3 mondial. Ça vous place quand même le niveau de cette équipe. Et donc, c'est cette équipe du Leinster qui a réalisé cet exploit, mais c'était quasiment l'équipe d'Irlande. Et ça place, ce que tu viens d'exprimer, place quand même le défi qui attend le Stade Toulousain demain à nouveau en terre irlandaise. C'est Leinster, l'équipe irlandaise la plus forte ? Pour moi, oui. Et d'après tous les observateurs, c'est le cas, puisqu'encore une fois, je te dis, dans l'ossature de ce 15 de départ, c'est la plus grosse partie de l'équipe d'Irlande avec la plupart de ses joueurs cadres et de ses joueurs phares. Donc, encore une fois, quand on voit le niveau de cette équipe d'Irlande ces derniers mois et ces dernières années, on se dit que c'est le Leinster forcément qui est le plus gros morceau de cette compétition. Sur quoi ça va se jouer demain à l'Aviva Stadium ? Ça va se jouer sur des détails comme quand on arrive à ce niveau de la compétition avec des équipes qui sont très proches en termes de niveau. Je crains un peu le manque de fraîcheur des Toulousains. Ils ont beaucoup de caractère. Je suis pas sûr que ça suffise, malheureusement, je leur souhaite. Mais là, les scénarios quand même de ces matchs de phase finale pour eux leur ont fait laisser beaucoup quand même d'énergie, notamment celui de la semaine dernière, ajouté au voyage, ajouté à la pression qu'ont eu les internationaux dès le retour de ce grand chelem
ils n'ont pas vraiment eu de coupure. Ils se sont remis tout de suite la tête dans le championnat puisque Toulouse avait perdu beaucoup de points en route dans la course à la qualification. C'est aussi un des sujets, on y reviendra pour les autres clubs français, mais cette nécessité de jouer sur les deux tableaux, le championnat de France et la Coupe d'Europe. Et ça va se jouer à un peu de fraîcheur, un peu de lucidité et à une capacité à être ultra réaliste et à concrétiser ses temps forts puisque le Leinster va tenter de priver le Stade Toulousain de ballon puisque toutes les équipes qui affrontent le Stade Toulousain savent qu'en les laissant trop jouer, on s'expose. Voilà. Alors justement, prolongation et tir au but, on arrive à récupérer en une semaine ? À ce niveau-là, ça devient un peu difficile parce qu'on arrive en fin de saison. Donc, certainement que la semaine a été assez light en termes d'engagement. Oui. Parce qu'il a fallu faire récupérer les joueurs. Et puis, je le répète, il y avait déjà eu un match important avec une certaine pression en championnat à domicile contre La Rochelle pour Toulouse, qui devait assurer sa place dans les 6 premiers qualifiés pour la phase finale du top 14. Donc, un certain match en jeu où on a vu que Toulouse avait placé la barre quand même très haut. Et puis ensuite, ce match de quart de finale de Coupe d'Europe à l'extérieur avec ce scénario. Et donc là, tout de suite, renchaîner sur un match de cette intensité-là, de ce niveau-là, avec un nouveau voyage en Irlande après être rentré juste après le match de la semaine dernière. C'est vrai que ça commence à être un peu dur pour les organismes, je pense. Justement, alors s'ils sortent le Leinster après avoir sorti l'Ulster et le Munster, ils vont pouvoir prétendre au titre de champion d'Irlande, les Toulousains, ou pas ? Ah oui, bien sûr. Ils n'auront pas joué le Connaught, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on dit que c'est un peu la revanche du France-Irlande. C'est pas faux. Oui. Si ce n'est que il y a quand même demain sur le 15 de départ du Stade Toulousain un peu moins d'internationaux français que ce qui leur sera opposé du côté du Leinster. En tous les cas, le Stade Toulousain a un titre à défendre. Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de renverser des situations 2 fois d'affilée, d'abord en 8e retour et puis ensuite en quart. Ils sont allés s'imposer en Irlande avec la manière. Et donc, on voit quand même que cette équipe de Toulouse, malgré finalement sa jeunesse, on le rappelle souvent, on a du mal à se souvenir qu'ils sont si jeunes, ces joueurs, parce qu'on a quand même l'habitude de les voir maintenant depuis plusieurs saisons à une maturité assez exceptionnelle. Voilà. Ils ont 2 titres de champion de France, un titre de champion d'Europe, oui. Des phases finales de Coupe d'Europe depuis plusieurs saisons. Donc, ils ont les armes pour... relever ce défi, mais qui sera quand même immense. Alors justement, duel franco-français à Bollaert avec Racing 92 Stade Rochelet. Les deux ont été impressionnants contre Celle et Montpellier le week-end dernier. Les deux ont été impressionnants, c'est vrai. Ça va être un match très intéressant à suivre. Il y a cette équipe du Racing qui a, comme La Rochelle, finalement, un championnat à alterner le bon et le moins bon. Le Racing a une histoire particulière un peu plus longue que La Rochelle avec cette Coupe d'Europe. C'est une compétition qu'ils veulent vraiment accrocher. On les a vus buter 2 fois sur la dernière match du podium en finale. J'ai toujours dit que c'était une équipe qui était calibrée pour cette compétition parce qu'elle a toujours eu dans son effectif de grands joueurs internationaux qui avaient l'habitude de ce grand rendez-vous. Et la Coupe d'Europe lui a souvent réussi. Et notamment cette année encore, c'est grâce à des matchs sérieux de Coupe d'Europe qui se sont remis dans le sens de la marche, même en championnat, ou à des moments où ils étaient un peu moins bien. Et du côté de La Rochelle, c'est un peu similaire en championnat. C'est quand même l'équipe qui est dernière finaliste de cette compétition, qui a perdu contre Toulouse en finale de championnat, finale de Coupe d'Europe, Toulouse-La Rochelle. Toulouse a remporté ces 2 confrontations. Oui. Mais du côté de La Rochelle, on sent quand même une montée en puissance là, depuis quelques matchs. Surtout en battant Montpellier, qui était l'équipe en forme du top 14. Montpellier qui était l'équipe en forme avec un vrai coup d'arrêt depuis quelques journées, qui avait perdu 3 de ses joueurs majeurs. Donc Montpellier qui était quand même un peu moins bien, mais malgré tout, La Rochelle a impressionné contre cette équipe de Montpellier, qu'on sait très solide, notamment dans la dimension physique. Et c'est vrai que c'est un match qui va être très indécis.
Bon, on est juste avant la dernière marche du podium, donc là, ça va se jouer à des détails. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude de ces duels franco-français, Oui. avec en plus une petite particularité, c'est que le Racing pourra pas recevoir à l'Arena et va aller jouer ce match à Lens finalement en terrain neutre. Donc, on peut penser que c'est plutôt favorable à La Rochelle finalement, même si le Racing n'a pas un public aussi dense que celui de La Rochelle. Mais en tous les cas, on va suivre ça avec attention parce que c'est quand même le signe de la très bonne santé du rugby français. Et le Racing a fait une très belle partie contre Sale avec un Teddy Thomas funambulesque sur le premier essai. Hein. Ouais, avec beaucoup de caractère, ils ont pris ce match par le bon bout, puis ils ont été repris un peu au score. Le match s'est un peu tendu. C'est des situations lors desquelles le Racing a plié, notamment en championnat plusieurs fois cette saison. Et là, on a vu cette capacité qu'ils ont eue à reprendre le score, à le garder avec beaucoup de caractère. Donc, c'est le signe que le Racing est bien dans sa compétition et sur ses bases de fin de saison. Allez, ton pronostic pour les deux demi-finales, Philippe? En essayant de rester très objectif, et ça m'embête un peu de le dire, mais je vois pas Toulouse passer demain. Je trouve qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie ces dernières semaines, encore une fois, avec cet enchaînement de matchs en jeu. Et là, avec ce match de la semaine dernière qui a pour moi beaucoup pesé sur les organismes, je pense que ça va être compliqué, surtout quand je vois la prestation du Leinster la semaine dernière, tu le disais. Et je vois le Racing s'imposer d'une courte tête contre La Rochelle. Leinster Racing. Allez, dernier mot, challenge européen, Lou Wasp et Toulon Saracens. Le top 14 en 10 secondes, c'est le meilleur championnat au monde? C'est le meilleur championnat au monde, c'est très compliqué de comparer. On a des façons de voir le rugby très différentes entre le nord et le sud. On s'est autoproclamé quand même, très souvent, meilleur championnat du monde. C'était basé sur rien du